RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le directeur général d'Aircalin. Oui, Didier Tapero est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va faire un peu le point sur la santé financière de la compagnie. On va voir aussi quelles sont les perspectives de reprise, alors qu'on voit que la situation est quand même en amélioration en Calédonie et dans d'autres endroits de la planète. Commençons d'abord, si vous le voulez bien, par la santé financière de la compagnie. On sait que cette crise a été très dure, qu'il y a des mesures importantes qui ont été prises, réduction de la masse salariale, plan de départ volontaire, etc. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Effectivement, cette crise a été très dure et extrêmement longue. Et je crois qu'au début... Elle n'est pas finie. Et elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Ça fait donc 19 mois que nous sommes sous un régime très particulier puisque les frontières sont fermées et que nous ne pouvons pas voler normalement. Alors, j'avais eu l'occasion de vous les présenter ici. Très rapidement, nous avons pris très rapidement des mesures de sauvegarde, des mesures sur les charges, sur le report des investissements. Nous avons pu fonctionner aussi avec un minimum de vols réquisitionnés pour continuer à avoir des flux de cargo, notamment en Nouvelle-Calédonie, je crois que c'était important, et nécessaire, bien sûr, et puis des soutiens en empruntant à travers le prêt garanti par l'État. De tout cela, il sort que la situation est plus satisfaisante que ce que nous pouvions anticiper en début d'année. Quand je dis plus satisfaisante, c'est-à-dire que la compagnie n'aura pas à se recapitaliser à la fin de l'exercice, et nous aurons une trésorerie qui nous permet d'aborder le premier trimestre de l'année prochaine. Il faudra que ce premier trimestre, par contre, soit positif en termes d'activité ? Bien sûr, l'exercice 2022 va encore être un exercice délicat pour la compagnie qu'il faudra piloter le plus finement possible, de façon à pouvoir financer la reprise que nous espérons à l'horizon 2022 en mettant des vols, mais des vols dont on sait très bien qu'ils ne seront pas nécessairement tous rentables économiquement, en raison du faible flux de passagers sur certains vols, voire des charges qui augmentent à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie, notamment le carburant en ce moment qui est un point d'attention. Et puis, tout un contexte qui fait que ces vols ne seront pas totalement rentables, mais néanmoins nécessaires si on veut amorcer la reprise en Nouvelle-Calédonie. Alors vous, rentrez de Paris, Didier Tapero, vous avez pris votre bâton de pèlerin pour aller frapper à différentes portes. Qu'est-ce que vous êtes allé faire à Paris ? Qui avez-vous vu ? Et quels résultats avez-vous obtenus ? Écoutez, je vais à Paris pour parler de la compagnie, c'est-à-dire que nous sommes d'une compagnie aérienne française et le transport aérien dans son ensemble souffre beaucoup et a beaucoup souffert. Et je veux rappeler aussi à mes interlocuteurs de l'État qu'il y a une autre compagnie française de l'autre côté de la planète et nous cherchons des soutiens de l'État pour nous aider à passer cette période difficile, notamment celle de la reprise. Je crois que la première étape qui a été la période de crise depuis presque 2 ans, maintenant nous l'avons surmontée. Et bien maintenant, je cherche des soutiens financiers pour continuer d'exister et de pouvoir continuer à être au service de la Nouvelle-Calédonie comme nous l'avons fait. C'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résultat immédiat, il faut relancer les contacts, il faut suivre. Bien sûr, c'est un travail de longue haleine, il n'y a pas de résultat immédiat et je ne reviens pas avec un chèque. Néanmoins, j'ai pu sensibiliser tous mes interlocuteurs à la situation de la compagnie et à l'importance, au-delà de la compagnie Aircalin, à l'importance du transport aérien en Nouvelle-Calédonie pour les échanges commerciaux, bien sûr, mais pour le tourisme. Je crois que les deux volets sont extrêmement liés entre le transport aérien international et la reprise et le développement touristique. Alors parlons de la reprise du trafic aérien, on va essayer de le faire par étapes. Il y a d'abord, en ce qui concerne la Calédonie, la levée des motifs impérieux qui a été effective depuis 15 jours environ. Est-ce que ça change quelque chose aujourd'hui sur la fréquence des vols à destination de la métropole ou pas ? Alors, ça fait du bien, déjà, c'est tout simple, mais c'est une amorce de détente. Le programme de vol, lui, est toujours limité à 4 fréquences par semaine, sur le Japon notamment. Le reste des destinations sont fermées. Nous avons quelques vols sur l'Australie pour le cargo, sur la Nouvelle-Zélande, mais pour le cargo exclusivement. Et donc, cette levée des motifs impérieux rend plus facile l'accès aux billets d'avion pour les passagers qui n'ont plus besoin d'avoir une autorisation a priori avant le vol du gouvernement. C'est donc une bonne chose, bien sûr. Sur les 4 vols que nous avons, 3 peuvent transporter des passagers. Nous en conservons un exclusivement pour le cargo.
Et donc c'est une amorce vers un système un peu plus détendu, mais les choses ne sont pas encore totalement, bien sûr, libérées. Quand vous dites 4 vols, vous l'avez précisé, il y a 3 vols avec passagers et un vol pour le cargo. L'importance du cargo, c'est quelque chose de capital pour la santé financière d'Air Calédonie. Ça a beaucoup joué dans cette période de crise. En régime normal, le cargo représente de 10 à 11% des recettes de la compagnie, donc c'est important. Dans un secteur d'activité où les marges sont ténues. Pendant cette période de crise, ça a été un peu plus en termes de pourcentage. Ça ne suffit pas à faire fonctionner une compagnie aérienne, mais c'était essentiel parce que ces vols cargo, encore une fois, outre tout le bénéfice pour la Nouvelle-Calédonie, ça a permis d'acheminer les médicaments, les produits habituels, les masques, par exemple. Mais surtout, ça nous a permis de continuer à fonctionner, de continuer à avoir des équipages qui volaient, des techniciens qui entretiennent les avions. C'est bien qu'aujourd'hui, c'est un point aussi important à souligner, la compagnie, opérationnellement, est en état de fonctionner. Nous sommes en capacité de redémarrer très rapidement un programme un peu plus intense. Alors, revenons sur la reprise des vols petit à petit. On a bien compris que la levée des motifs impérieux ne changeait pas finalement le programme de vol en tant que tel. Qu'en est-il pour le cas particulier de Wallis et Futuna? Est-ce que là-dessus, il y a des choses qui avancent? Alors, sur Wallis et Futuna, compte tenu de la situation sanitaire, les autorités du territoire ont décidé de restreindre les vols. Il y a donc actuellement un vol par semaine, sous régime dérogatoire, qui a nécessité un accord entre Aircalin et l'État, puisque ces vols jusqu'à présent n'avaient pas de passagers mais que du cargo. Et donc la situation est monitorée et pilotée par les autorités de Wallis et Futuna en termes de fréquence et de nombre de vols. Ça ne devrait pas changer dans les jours qui viennent? Non, je n'ai pas d'informations d'évolution notable de la situation. Alors, on imagine qu'à la fin du mois de décembre, lorsque les choses vont véritablement changer, les fréquences vers la métropole vont pouvoir peut-être s'intensifier, pourquoi pas. Qu'en est-il des destinations plus régionales, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, Tahiti? Alors, effectivement, on a un peu plus de visibilité sur les relations avec la métropole. Wallis et Futuna, nous en avons parlé. La Polynésie française, les choses sont aussi un peu délicates. Et quant aux relations avec nos voisins australiens et néo-zélandais, je sais qu'il y a des discussions, que le sujet est posé. Toutefois, cela dépendra des mesures sanitaires qui seront imposées et des décisions de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande et de la Nouvelle-Calédonie. Nous n'anticipons pas de reprise à proprement parler avant le début de l'année prochaine. Maintenant, si c'est plus tôt, tant mieux, ça sera une bonne nouvelle pour tout le monde. Alors, le début de l'année prochaine correspond aussi à la période de vacances scolaires en Calédonie. On sait que de nombreux Calédoniens aiment bien aller en Australie, notamment. Est-ce que ça pourrait participer à une reprise prometteuse pour Air Calédonie si vraiment ce programme-là pouvait se mettre en place? Ouais, ce serait en tout cas la bonne période. Vous avez raison. On a tout intérêt on a plus à gagner à avoir une reprise qui se passe pendant une période de haute saison et pendant une période de vacances scolaires plutôt que dans une période creuse. Mais je ne sais pas si c'est l'élément qui est pris en compte pour une décision d'ouverture des frontières, que ce soit en Australie, en Nouvelle-Zélande ou en Nouvelle-Calédonie. Alors la question que les auditeurs ne manqueront pas de se poser, c'est de savoir évidemment lorsque le trafic aérien va reprendre plus normalement, est-ce que ça va avoir une conséquence en termes de prix sur le billet d'avion? Vous l'avez évoqué, il y a la crise aujourd'hui des matières premières et notamment du pétrole qui coûte beaucoup plus cher et on sait que dans le prix d'un billet ça compte pour beaucoup. Est-ce qu'il faut s'attendre à des hausses de prix sur les billets Aircalin? Écoutez, sur la situation d'Aircalin, c'est-à-dire sur les coûts que nous avons en général, ils sont maîtrisés. Nous avons fait un travail très important sur le sujet et il n'y a pas d'inflation à prévoir sur ces autres charges. Reste l'aspect du carburant. Le carburant, c'est 35% des charges d'une compagnie aérienne. Je ne pense pas que la tendance sera à la baisse du carburant compte tenu de toute la problématique des gaz à effet de serre. Il faudra donc le monitorer en ce sens. Pour répondre plus concrètement, on n'envisage pas de reprise en modifiant une grille tarifaire avec une augmentation tarifaire. Au contraire, on essaiera d'être incitatif pour susciter l'envie de voyager dans un contexte économique qui aura été dégradé, bien évidemment, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou à l'extérieur du territoire. Et il faudra donc plus se parier sur l'effet volume.
de nos vols que sur l'augmentation de la recette unitaire, qui n'est pas la stratégie que nous retenons dans nos business models. Alors justement, à propos de l'augmentation éventuellement des vols ou des fréquences, pendant la crise, vous avez choisi de différer la livraison du 4e appareil de la flotte, du renouvellement de la flotte, un Airbus A320. Il sera livré en 2023 au lieu d'être livré en 2021, ce qui était prévu. La bonne nouvelle, c'est que vous avez négocié un report de livraison sans frais supplémentaires, donc ça ne coûte pas plus cher à la compagnie. Il va vous manquer quand même un avion, du coup, si le trafic reprend un peu plus intensément. Vous n'aurez plus que 3 avions au lieu des 4 qui étaient prévus. Oui, bien sûr, vous avez raison. Ça peut être en fonction de l'intensité de la reprise. On aura des ajustements de programme à avoir pour traiter la demande avec 3 avions. Il y aura un certain nombre de difficultés, mais j'ai envie de vous dire que ce seront de bons problèmes à gérer. Il vaut mieux gérer un peu de surplus qu'un peu de pénurie. Il vaut mieux gérer une surcroît d'activité que des fermetures de vol, bien sûr. Alors on sait que la compagnie réfléchit depuis quelques mois déjà à une éventuelle nouvelle escale sur la route vers la métropole. Il y en a une aujourd'hui, il y en a une au Japon, enfin Tokyo et Osaka. Vous réfléchissez à Singapour. Où est-ce que vous en êtes sur ce point-là? Est-ce que c'est une destination qui pourrait être mise en œuvre assez rapidement? Écoutez, oui, je crois que j'avais déjà eu l'occasion de m'exprimer. Le sujet Singapour, tout au moins d'une escale dans le sud-est asiatique, était à l'ordre du jour depuis quelque temps déjà dans la compagnie. Singapour est particulièrement fléché. Je rappelle, nous avions au Japon comme escale Tokyo et Osaka. Osaka a été arrêté et sera arrêté plus longuement. J'anticipe pas de reprise sur Osaka. En revanche, sur Singapour, c'est un sujet sur lequel nous sommes, bien sûr. Nous avons lancé les demandes d'autorisation. Ce sont des processus assez complexes et qui prennent un peu de temps. Il faut les autorisations de voler à Singapour, les créneaux aéroportuaires. Nous travaillons avec nos partenaires et notamment avec Air France sur la continuité au-delà de Singapour. Et c'est un sujet qui est d'actualité. Je n'ai pas de date précise parce ceci sera lié à la situation sanitaire en Nouvelle-Calédonie et ailleurs dans le monde, mais à ce stade, on l'anticipe pour le milieu de l'année prochaine. Mais vous travaillez aussi avec les milieux touristiques en Calédonie parce que ça pourrait offrir un nouveau marché, un nouveau public touristique? Alors, ce sera bien sûr une destination à prendre en compte pour générer des flux touristiques du marché asiatique qui passerait par le hub de Singapour, qui est très certainement le numéro 1 mondial en termes de hub, ce qui sera excellent pour la clientèle calédonienne, ce qui raccourcira certaines voies d'acheminement pour tous les gens qui auront envie d'aller en Indonésie, par exemple, ou en Thaïlande. Ça rapprochera les choses. Et puis, la clientèle asiatique est habituée à se déplacer à travers des hubs, et notamment celui de Singapour. Une dernière question, Didier Tapero. Avec cette crise et les vols réquisitionnés, normalement, on a vu des avions d'Air Calédonie International ne plus s'arrêter simplement au Japon, mais aller jusqu'à Paris, opérer des lignes complètes jusqu'à Paris. Est-ce que ça vous donne des idées par la suite? Est-ce qu'un jour, il pourrait y avoir un Paris-Nouméa opéré par Air Canin de A à Z? C'est un sujet qui, bien sûr, qui est naturel pour une compagnie aérienne. C'est un marché important, la route France pour Air Canin. C'est un marché qui a du volume, c'est un marché qui est pérenne, il y a un trafic qui est solide et qui restera solide. D'un point de vue opérationnel, nous l'avons fait à plusieurs reprises. Nous continuons de le faire, d'ailleurs, puisque nous avons été retenus au titre de certains appels d'offres pour transporter soit des réserves sanitaires, soit des gendarmes dans le cadre du référendum. Et ce qui était bien, c'est un apprentissage pour le personnel de la compagnie. Des vols très longs courriers, 24 heures de sa base, c'est pas de même nature qu'un vol de 8 heures. Je crois que la compagnie le fait, démontre son savoir-faire en la matière. Ça, c'est le premier volet opérationnel, qui est important. Maintenant, il reste le volet économique. La route Nouméa-Paris, il ne s'agit pas d'y aller et de poser les avions. Il s'agit d'assurer la rentabilité de cette route. On a pour ça des atouts, notamment des avions qui sont modernes, qui sont performants, qui, je le rappelle, ont une consommation de carburant de 20% en moins. La route par Tokyo est la plus longue et c'est extrêmement important. 1 heure de vol en plus ou en moins sur une route comme Nouméa à Paris a des conséquences immédiates en termes économiques. Donc ce sont des sujets qui sont ciblés.
Nous y réfléchissons, nous continuerons de travailler, mais ce ne sont pas des sujets qui concernent Carcalin, ce sont aussi des sujets que l'on devra débattre avec notre actionnaire, qui est la Nouvelle-Calédonie, qui peut impulser une stratégie aussi en matière de desserte aérienne. Voilà. Dans les il faudra médias, négocier aussi avec Air France. Et bien sûr, de notre partenaire Air France, avec qui nous avons évoqué ces sujets, c'est tout à fait normal, nous en parlons très régulièrement. Vous évoquiez mon déplacement à Paris, j'ai aussi rencontré Air France cette fois-ci pour évoquer tous nos sujets, dont celui-ci. Bon, dans l'immédiat, ça ne sera pas pour du court terme. Dans l'immédiat, il faut se concentrer sur la pérennité de la compagnie. On a encore un peu de travail, notamment l'année prochaine. Didier Tapero, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie.